Bonjour à tous. On va ouvrir cette session sur l'endométriose profonde et la vessie et on va inviter Michel Cosson à nous parler de l'évaluation urinaire préopératoire et endométriose profonde. Pour qui, comment et pourquoi. Merci voilà. Michel. Ma vie, mon œuvre. Eh bien, pourquoi on parle aujourd'hui de bilan d'endométriose vésicale? Parce que vous savez que l'endométriose, bien sûr, touche bien sûr à la fois, ça donne des lésions superficielles, des lésions ovariennes, mais aussi de façon plus rare, mais beaucoup plus sévère, des endométrioses profondes, et que finalement, derrière ce nodule endométriosique qui au départ n'est pas urinaire, il y a quand même des lésions urinaires qui peuvent être présentes de façon, on le verra, relativement fréquente. C'est la deuxième localisation hors du tractus génital, les lésions urinaires. Les lésions urinaires, elles sont très rarement isolées, elles sont beaucoup plus fréquentes quand il y a un gros nodule, plus le nodule de la cloison recto-vaginale est gros, plus il y a un risque d'atteinte urinaire, qui peut être vésicale, mais qui peut aussi être urétérale. Et on sait que le diagnostic précoce est vraiment important, surtout pour les lésions urétérales, parce qu'il y a un vrai pronostic rénal pour certaines patientes. Et il y a parfois des diagnostics qui sont très tardifs. On dit que les atteintes urinaires touchent jusqu'à 52% des patientes. En pratique, on a l'impression que c'est quand même un petit peu moins que ça. Et qu'en tout cas, quand il y a une lésion de vessie endométriosique, c'est très fréquent qu'il y ait une endométriose profonde postérieure associée dans plus de 90% des cas. Donc des localisations fréquentes, et puis on voit ici donc des localisations qui peuvent être rénales, mais ce sont les plus rares, urétérales, elles sont déjà plus fréquentes, et surtout vésicales, qui sont la situation qu'on voit le plus fréquent. L'urètre lui-même est vraiment très rarement atteint. Ça peut être des lésions primaires ou secondaires. C'est plus rare qu'il y ait des lésions primaires. La plupart du temps, ce sont des lésions secondaires. On le verra dans le reste de la présentation. Finalement, il va y avoir des lésions vésicales et urétérales. Dans les urétérales, donc, on va parler de lésions extrinsèques ou intrinsèques. Ces lésions urétérales sont plus souvent latéralisées à gauche du fait du sigmoïde qui est là et qui est à droite. Et donc, il va y avoir des lésions qui peuvent être extrinsèques avec une atteinte qui est plutôt secondaire à l'atteinte du ligament utérosacré à ce moment-là, avec une atteinte qui est avant tout sous-muqueuse et puis de l'adventice avant d'arriver vraiment au niveau muqueuse, et des lésions intrinsèques qui toucheront la muqueuse, qui sont, elles, donc plus rares, environ 20% des cas simplement. Il y a des lésions urétérales, pas si rares mais pas si fréquentes que ça, et plus souvent des lésions endométriosiques que vésicales, on l'a dit. C'est pour ça qu'on parle de bilan urinaire pour toutes ces endométrioses. Et les lésions vésicales, quand elles surviennent, elles peuvent être au niveau du dôme vésical ou de la base, pas loin parfois des implantations urétérales, ce qui a une vraie question de pronostic en cas de chirurgie. Mais dans les atteintes endométriosiques, il y a non seulement les atteintes anatomiques vraies urinaires, mais il y a aussi des atteintes de l'innervation vésicale, et c'est ça qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On en parlera quand même des deux. Il y a une innervation vésicale qui est assez complexe, puisqu'il y a à la fois un centre de contrôle central, mais il y a aussi des innervations périphériques, cholinergiques, adrénergiques, somatiques punindales et non cholinergiques, non adrénergiques. Et quand on regarde finalement sur la partie droite de la diapo ce qui concerne l'innervation chez la femme, on voit que ça commence assez haut, cette innervation, et qu'il y a beaucoup d'endroits où finalement on pourra entraîner des lésions, bien sûr par la chirurgie, mais aussi des lésions liées aux atteintes endométriosiques elles-mêmes, qu'elles soient dans la cloison ou dans le paramètre, et qu'on peut avoir des retentissements et des signes cliniques urinaires secondaires à ces troubles qui ne sont pas directement des lésions de la vessie ou de l'urtère. Tout ça amène à des symptômes. Donc les symptômes de l'endométriose urinaire, il y aura bien sûr le plus souvent, ce qui est le plus présent, ce sont les symptômes du nodule de la cloison de l'endométriose profonde. Donc ce sont des douleurs, dysménorrhée, dyspareunie qui vont être prédominantes et au premier plan. Et ensuite, on a des signes urinaires qui sont parfois secondaires. Et c'est pour ça que la plupart du temps, on va négliger ou sous-évaluer ces lésions avant de réaliser des prises en charge chirurgicales, parfois faites un peu dans la semi-urgence. Il peut y avoir d'un côté des symptômes urinaires directement par atteinte des organes urinaires, vessie, urtère ou urètre, et puis des troubles vésico-sphinctériens liés à ces anomalies, à ces perturbations de l'innervation,
qui vont être d'un côté des infiltrations du plexus hypogastrique directement par les lésions endométriosiques ou du nerf hypogastrique ou de la partie du plexus hypogastrique inférieur, et tout un peu une question de phénomène inflammatoire qui fait que même à distance du nodule ou des lésions endométriosiques vraies, du fait de ces phénomènes inflammatoires, on peut avoir des signes qui apparaissent. Alors, les symptômes urinaires, on va le redire, ça peut être lié à des atteintes des organes, vésicales. Alors, l'atteinte vésicale, elle est très souvent symptomatique, dysurie, urgence, douleur vésicale et des cystalgies parfois des hématuries quand il y a vraiment une infiltration de la muqueuse, et l'endométriose urétérale qui, elle, est plus souvent silencieuse, comme on le disait tout à l'heure, oligosymptomatique, et avec un délai de diagnostic qui est souvent beaucoup plus important, et des symptômes qui ne sont pas toujours bien corrélés finalement à l'atteinte anatomique urétérale. Côté vessie, les signes qu'on peut observer de ces atteintes endométriosiques vont être des urgences, des mictions fréquentes également, qui sont un des éléments les plus souvent retrouvés, des mictions, des pollakiuries nocturnes, en plus des pollakiuries diurnes également, l'hématurie, vous voyez, de 19 à 30% simplement, des symptômes qui peuvent être du fait des lésions extrinsèques, souvent peu spécifiques, avec un diagnostic qui peut être retardé, et une prise en charge qui peut être de ce fait inadaptée. Et puis, il y a ce qu'on peut avoir avec les lésions urétérales, où on peut avoir donc un peu plus de situations d'hématurie, par exemple. Et puis, pour ce qui nous intéresse plus, deux grandes chaînes de lésions neurologiques qui peuvent aboutir à des symptômes, avec d'un côté tout ce qui touche le plexus hypogastrique supérieur et inférieur, et qui va toucher la continence avec la relaxation du détrusor et la contraction du sphincter urétral, et de l'autre côté les plexus, les nerfs sacrés, les nerfs splanchniques qui vont jouer sur le côté contraction du détrusor, et ce sont ces deux éléments principaux qu'il va falloir rechercher avant de se lancer dans des prises en charge chirurgicales. Donc d'un côté des symptômes de continence, on a dit, et de l'autre côté des symptômes plus liés à la vidange, avec comme signe donc de ces troubles d'atteinte neurologique, des pollakiuries, des dysuries, des urgenturies, de l'incontinence parfois spontanée ou à l'effort, et également des éléments de rétention urinaire un peu plus discrets, parfois plus difficiles à mettre en évidence, et qui vont parfois s'aggraver nettement après la prise en charge chirurgicale, donc il faut savoir repérer en préopératoire. Tout ça aboutit donc à l'intérêt de faire des évaluations, en tout cas préopératoires, avant de se lancer dans des prises en charge, qui vont passer bien sûr par l'interrogatoire avec les différents éléments qu'on vient de lister, bien sûr avec l'examen clinique, même s'il n'est pas complètement spécifique. Et puis je vais revenir très rapidement sur les bilans qui doivent être faits à la fois d'imagerie, l'échographie, l'IRM, la cystoscopie, avant de parler, de dire quelques mots sur le bilan urodynamique. Donc, en particulier, l'échographie rénale, on le sait qu'en cas de suspicion, d'ailleurs elle est faite pratiquement systématiquement, mais si on a le moindre doute sur une possible lésion urétérale, une échographie rénale. Et le scanner, qui va accompagner également les choses. Et on voit que dans les éléments de recommandation de niveau A, dans la prise en charge préopératoire de l'endométriose, on va avoir en recommandation de niveau A l'échographie transvaginale, mais également l'IRM pour faire le bilan. On va avoir une possibilité d'échographie vaginale pour mieux évaluer l'endométriose vésicale et l'endométriose urétérale éventuellement, qui peut être également appréciée de façon parfois assez fine. L'IRM ne donne pas obligatoirement plus d'infos, mais elle est plus facile à relire de l'extérieur. Et ça reste quand même l'examen de référence aujourd'hui pour avoir une vision globale de toutes les atteintes, au moins urinaires, qui peuvent être présentes dans l'endométriose profonde. La cystoscopie peut être utile et elle s'associe quand nécessaire à des biopsies, encore qu'on a souvent affaire à des femmes jeunes où le risque carcinologique est quand même au moins important, mais il est fréquent de réaliser une petite résection partielle pour faire des biopsies. Et si on arrive à l'urodynamique, finalement, là on est dans des recommandations assez faibles. Vous voyez que la cystoscopie systématique, le niveau de recommandation est très bas, et l'urodynamique, c'est un grade C en termes de recommandation, donc avec assez peu de preuves scientifiques montrant l'intérêt de réaliser systématiquement un bilan urodynamique. Et pourtant, quand on s'intéresse aux signes urinaires préopératoires, on se rend compte qu'ils sont plus fréquents que ce qu'on a l'habitude de reconnaître
globalement, et qu'il y a une fréquence dans les études cliniques qu'on va balayer rapidement ici, et je n'ai pas été exhaustif sur toutes ces études cliniques, mais on va avoir des signes quand il y a un nodule de la cloison rectovaginale, une endométriose profonde, qu'elle soit antérieure ou postérieure. Il y a souvent des signes de troubles de la vidange, donc liés à des troubles neurologiques la plupart du temps, et c'est des symptômes qu'on va retrouver assez souvent, beaucoup plus souvent en tout cas que quand il n'y a pas de nodule d'endométriose profonde. Et c'est également vrai sur les troubles, les symptômes urinaires, mais également sur les anomalies urodynamiques qui peuvent être retrouvées. Alors, on n'a parfois que des petites séries comme ici, 12 patientes simplement, et vous voyez que, par exemple, sur ces 12 patientes qui avaient un nodule de la cloison, un nodule endométriosique profond, il y a 67% de patientes qui ont au moins un symptôme urinaire. Alors, on peut passer à côté, puis c'est tellement secondaire parfois par rapport aux symptômes autre de la patiente que ce n'est pas quelque chose qui vient s'afficher en premier, mais que les lésions urodynamiques, elles, sont encore plus fréquentes. Les anomalies urodynamiques, elles, sont encore plus fréquentes quand on fait ça de façon un peu systématique. Et c'est également vrai dans une autre étude ici qui compare des endométrioses profondes avec des endométrioses ovariennes et où on voit qu'on trouve des symptômes d'hyperactivité vésicale ou de difficultés de vidange avec des résidus post-mictionnels. Par exemple, 33% dans les situations d'endométriose profonde, même sans atteinte vésicale vraie, contre 0% pour l'endométriose ovarienne. Et donc, ça se confirme également avec d'autres études comme ici, où on voit que les patientes avec endométriose antérieure sont bien sûr encore plus à risque d'avoir des anomalies urinaires que les patientes avec endométriose postérieure. 90% d'augmentation de la sensibilité vésicale contre 45%, 70% de douleur au remplissage contre 30%. Donc tout ça pour redire qu'il y a à la fois une fréquence des signes cliniques, mais surtout des anomalies urodynamiques, qu'elle est dépendante des localisations endométriosiques bien sûr, mais pas uniquement du fait des anomalies neurologiques qui vont s'associer. Et pour conclure, il y a donc une association entre symptômes urinaires et endométriose profonde qui est largement décrite dans la littérature et qui est assez fréquente. Souvent, ces troubles urinaires qui ont été, si on les recherche en préopératoire, on va en trouver un certain nombre et ça permettra de ne pas être pris au dépourvu dans des cas, par exemple, de dysurie très compliqués post-opératoires, compliqués à gérer et qui peuvent parfois même être source de problèmes médico-légaux. La place du bilan urodynamique n'est pas complètement claire. Il n'y a pas de recommandation claire sur l'usage systématique. Ce qui est recommandé aujourd'hui, c'est en tout cas en recherche clinique de pouvoir le faire. Et je crois que clairement, on a intérêt à réaliser beaucoup plus souvent à la fois une très bonne évaluation urinaire de nos patientes, mais également des bilans urodynamiques préopératoires, en tout cas dans toutes les situations d'endométriose profonde, qu'elles soient postérieures ou bien sûr antérieures. Et donc, on devrait rechercher aussi de façon beaucoup plus systématique les troubles du remplissage, mais surtout avec la vision post-opératoire, les troubles de la vidange qui ne peuvent pas être appréciés qu'avec un résidu post-mictionnel. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou peut-être on fait tout à la fin Je sais pas. Peut-être on fait tout à la fin, comme ça on fera une discussion globale. Donc on va inviter Renaud de Terrac à venir nous parler de que dire aux patientes en préopératoire. Alors merci Michel de tout ce détail. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire à nos patientes avant l'intervention, sachant qu'il faut quand même leur parler de fertilité, de chirurgie, de complications chirurgicales, etc. Et donc merci Amandine pour la question délicate de la formation préopératoire. Alors, je me suis basé sur des choses qui sont déjà en grande partie écrites, notamment les recommandations de la HAS sur la prise en charge de l'endométriose de 2017, qui précise que la rédaction d'une notice d'information qui contient des informations essentielles pour les patientes et leurs conjoints, validées par des professionnels, est encouragée afin de fournir des informations explicitées en termes adaptés lors de la consultation préopératoire. C'est un accord d'experts des recommandations de la HAS. La HAS proposait aussi de mettre en contact ces patientes avec d'autres femmes atteintes d'endométriose, soit directement parmi votre patientèle, soit par l'intermédiaire d'associations de patientes. Et également, mais c'était un grade C de recommandation, qu'il est recommandé d'informer les patientes sur les alternatives thérapeutiques, bien sûr, les bénéfices-risques attendus des différents traitements, et notamment de la chirurgie par rapport aux troubles fonctionnels urinaires, du risque de récidive, de la prise en compte des attentes des patientes. Et puis, bien sûr, des complications
notamment des complications urologiques, puisqu'on est là pour ça, avec quelques précisions que je vais vous donner par la suite. Alors, dans le texte long de ces recommandations de l'HAS, il y avait des choses qui étaient intéressantes sur ce que souhaitent finalement les patientes elles-mêmes, qu'on leur dise avant l'intervention ou en cours ou en post-opératoire. Donc, c'est des réflexions intéressantes. Avant la chirurgie, en fait, les femmes demandent d'avoir autant d'informations que possible sur les suites, notamment concernant les douleurs post-opératoires et le temps de récupération après la chirurgie. On ne parle pas ici de problèmes urinaires. Les patientes expriment également le souhait d'être mieux informées sur ce qu'est la cédio, les complications, l'anesthésie, la durée de l'intervention, la gestion des cicatrices. Donc là, on voit quand même que le problème urinaire est sous-jacent des complications. Et puis, sur le post-opératoire, elle demande si, pendant l'intervention, l'évaluation de la sévérité, la localisation, le traitement des adhérences, le traitement de l'endométriose elle-même, la confirmation du diagnostic, bien sûr. Ce que demandent les patientes après l'intervention, c'est essentiellement sur la durée d'arrêt de travail et le temps de récupération. C'est ce qui les intéresse le plus, avec le problème des cicatrices et de la reprise des activités courantes. Et schématiquement, si on leur pose la question aux patients de la forme, du mode d'information souhaité, le format souhaité, c'est un support écrit en plus de l'échange oral lors de la consultation, avec éventuellement un schéma de l'intervention préconisé, afin de mieux comprendre, qui pourrait être transmis à la patiente avant cette intervention. Alors, si on regarde par ailleurs les obligations d'information, dans le Code de déontologie médicale, dans la dernière édition de février 2021, il est précisé que l'information doit être loyale, claire, appropriée sur l'état des investigations et des soins qui sont proposés, qu'on peut éventuellement, ce n'est pas vraiment le cas de l'endométriose, respecter une non-volonté de la patiente de savoir son diagnostic ou ses complications, mais ce n'est pas le cas. Et puis que le consentement, bien sûr, doit être soigneusement recherché dans tous les cas. Qu'est-ce que nous dit le Code de la santé publique sur l'information préopératoire? Le Code de la santé publique nous impose de prévenir la patiente essentiellement des risques fréquents ou graves, normalement prévisibles, sachant que, et c'est quelque chose qui m'a toujours gêné, moi, à titre personnel, c'est que ces risques fréquents et graves ne sont absolument pas définis dans aucune des pathologies, et en particulier dans le cadre de l'endométriose. Alors, si on regarde les risques de l'endométriose, on en a déjà, j'ai pris que les risques sur le bas appareil urinaire, parce qu'on est là pour ça. Si on regarde l'étude publiée par Horace Roman sur 491 patientes, on est sur des taux de dysurie sévère transitoire traités par autosondage en post-opératoire de 2,6%. Si on regarde une étude qu'on a récemment publiée dans Scientific Report sur une base de données de patientes, on est sur des taux de difficultés mictionnelles en post-opératoire de 1,8% et globalement sur des taux de complications grade 3 de la classification d'INDO de 1,8%. Le problème, c'est de savoir, et vous avez vu que dans le Code de la santé publique, ce n'est pas précisé qu'est-ce qu'on entend par risque fréquent. Est-ce que c'est des complications de plus de 1% des cas, de plus de 3% ou de plus de 5% des cas? Donc c'est à l'appréciation de chacun. Ça dépend bien sûr de la pathologie, de l'intervention que l'on fait, de la patiente probablement qu'on a en face de soi, mais ça nous laisse une certaine liberté qui est en même temps un peu un piège dans l'information préopératoire. En tout cas, si on considère que les risques post-opératoires fréquents, c'est 1%, il faut absolument informer les patientes de ces complications mictionnelles. Si on considère que les risques, c'est 3%, vous voyez qu'à la limite, on n'est pas forcément obligé de le faire. Tout ça, c'est pour votre réflexion personnelle. Et puis, par ailleurs, pour les risques graves, est-ce qu'on doit informer les patientes que des risques graves? C'est ce que semble dire le Code de la santé publique. À ce moment-là, les difficultés mictionnelles post-opératoires et les autosondages, on est sur des taux de l'ordre de 2 à 3%. Et on est généralement, l'autosondage n'est pas une reprise chirurgicale, n'est pas une réhospitalisation, enfin en tout cas fréquemment. Et donc là aussi, on pourrait se poser la question, savoir s'il faut informer ces patients des complications mictionnelles et du risque d'autosondage compte tenu de ce que nous demande le Code de santé publique. Alors en pratique clinique de tous les jours, je pense qu'on n'est pas les seuls, on fait nous signer un consentement qui est un consentement standardisé à l'intervention des patientes, mais bien sûr on ne va pas détailler pour toutes les interventions toutes les
les complications dans ce consentement. Et par ailleurs, ce consentement n'est pas à lui seul un élément de preuve comme quoi l'information a été bien donnée à l'oral à nos patients. Donc il faut aussi, bien sûr, tracer l'information des complications post-opératoires données lors de la consultation. Est-ce que le Collège national de gynéco nous aide là-dessus? Moi, je l'ai retrouvé sur l'information préopératoire de la célioscopie, aucune information spécifique sur l'endométriose et encore moins sur les risques de rétention urinaire après chirurgie d'endométriose. Si on regarde sur le site de l'endométriose sur le ministère de la Santé, moi j'ai retrouvé aucun document spécifique d'information préopératoire et encore moins d'informations spécifiques sur les risques urinaires. Et sur une des associations de patientes d'endométriose Endo-France, je n'ai pas non plus retrouvé de fiches d'information spécifiques et pas d'informations sur les problèmes mictionnels. Donc on voit bien que les différentes sources auxquelles les patients peuvent avoir accès ne donnent pas cette information, en tout cas sur le plan mictionnel. Donc en conclusion, bien sûr, il faut donner de l'information préopératoire. Sur le plan des troubles fonctionnels urinaires, je pense à titre personnel qu'il faut informer ces patientes des risques de rétention urinaire post-opératoire, des risques d'autosondage, des risques éventuellement d'avoir à prendre d'autres traitements. On parlera probablement des autres solutions thérapeutiques dans ces troubles mictionnels au cours de cette session. Mais vous voyez que c'est écrit nulle part finalement et qu'au regard des différents documents existants, en dehors du fait qu'il faut bien sûr prévenir la patiente des complications d'une manière générale, mais on n'a pas ni de fréquence, ni de niveau de gravité des complications pour lesquelles il faut informer, et encore moins de spécificité sur les complications urinaires. Je vous remercie. Merci. Alors là, on va passer pour la chirurgie dite de nerve sparing par Thibaut Tubert. Bonjour à tous. La chirurgie de nerve sparing, c'est une notion qui a vu le jour dans les années 2000, avec principalement deux équipes qui se sont intéressées à ça, l'équipe de Possover et l'équipe de Ceccaroni, qui sont les principales publicateurs, en tous les cas, des différentes techniques. Et puis on peut voir que ces derniers temps, il y a une augmentation de l'intérêt du nerve sparing. Alors dans tous les articles, en gros, quand il y a de l'endométriose, on dit qu'on fait du nerve sparing, parce qu'à mon avis, ça fait partie des prérequis pour pouvoir publier. Mais en tous les cas, toutes les patientes ont eu du nerve sparing ces dernières années, avec une augmentation très importante du nombre d'articles concernant ce sujet-là. Alors, dans quel type de chirurgie d'endométriose peut-on avoir recours à du nerve sparing? Dans l'atteinte endométriosique profonde, qui est définie par une infiltration d'implants d'endomètre à plus de 5 mm de profondeur sous la surface du péritoine, et ou une atteinte de la musculose des organes adjacents. On va pouvoir rencontrer ces lésions profondes qui vont intéresser le nerve sparing dans les atteintes digestives, mais également dans les atteintes paramétriales avec les lames sacrogénito-rectales et de la paroi pelvienne. Quand on va faire de la chirurgie de ces zones-là, on va pouvoir rencontrer différents nerfs, et les nerfs qui vont pouvoir être rencontrés sont les suivants. Globalement, le plexus mésentérique inférieur va être situé en regard de l'artère mésentérique inférieure. Ensuite va venir se loger au niveau du plexus hypogastrique supérieur qui va être en regard du promontoire et qui va se diviser en deux nerfs, les nerfs hypogastriques droit et gauche. Ces nerfs vont cheminer dans le pelvis globalement 10 à 30 mm sous l'urtère et vont venir être rejoints par les nerfs splanchniques qui sont issus des racines S2, S3, S4 et pour former ainsi le plexus hypogastrique supérieur. Inférieur, excusez-moi. Ce plexus hypogastrique inférieur va donner des ramifications vers la vessie, le rectum, de telle sorte à que lorsqu'on va avoir une séquelle, une lésion de ces nerfs-là, on va pouvoir avoir différentes séquelles urinaires ou digestives. Si bien que ces auteurs ont décidé de décrire les techniques de nerve sparing. La technique qui est bien décrite est celle décrite par l'équipe de Ceccaroni, qui s'appelle la méthode Negrard, du nom de leur institut. Donc cette méthode se divise en 6 étapes. La première étape consiste en une adhésiolyse et une chirurgie ovarienne pour retirer l'ensemble des lésions d'endométriose présentes dans le pelvis. La deuxième étape va consister
à repérer le plexus hypogastrique supérieur, l'origine des nerfs hypogastriques, et également va s'attarder sur le plexus mésentérique inférieur. Donc il faut faire une ouverture du péritoine en regard du promontoire de telle sorte à repérer le plexus hypogastrique supérieur qui va être situé en regard du promontoire. De ce plexus hypogastrique supérieur vont partir deux nerfs hypogastriques. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape va être de remonter en regard de l'artère mésentérique inférieure, cette artère mésentérique inférieure sur laquelle il y a le plexus mésentérique inférieur. Et en fait, si vous faites une résection digestive avec une section en regard de l'artère mésentérique inférieure, vous allez sectionner ces nerfs et du coup, potentiellement induire des lésions fonctionnelles secondaires digestives. Si bien que les auteurs décrivent une dissection complète de l'artère mésentérique inférieure, de telle sorte à rejoindre l'artère rectale supérieure. Comme ça, lorsque vous faites une résection digestive recto-sigmoïdienne ou rectale, il faut mieux sectionner en regard de l'artère rectale supérieure pour éviter une lésion. Les auteurs recommandent de laisser dorsalement les nerfs hypogastriques pour bien les identifier et secondairement d'aller ouvrir les espaces pararectaux, médial et latéraux qui sont les espaces d'Okabayashi et de Latsuko. Une fois que vous avez réalisé cela, vous allez faire une urétérolyse. L'objectif de cette deuxième étape est de repérer les différentes structures, de venir se diriger vers les nerfs splanchniques et les racines sacrées S2, S3. Vous allez avoir dans cette zone-là le ligament recto-vaginal, le ligament recto-rectal et les ligaments utérosacrés. La troisième étape, le but est de préserver la partie proximale et médiane du plexus hypogastrique inférieur qui va être situé dorsalement et caudalement par rapport à la veine utérine, si bien que la veine utérine représente un élément important dans votre repérage pour éviter de léser le plexus hypogastrique inférieur. Si vous avez besoin de faire une résection paramétriale postérieure, dans ces cas-là, vous le faites au cours de cette étape-là. Une fois que vous avez préservé cette partie du plexus hypogastrique inférieur, il va falloir protéger la partie caudale du plexus hypogastrique inférieur en faisant des dissections recto-vaginales latéromédiales et paravaginales. Et dans un dernier temps, vous allez faire votre résection rectale avec votre anastomose colorectale. Cette technique peut être optimisée par différentes astuces et l'équipe de Pau-Sauver parle de laparoscopique neuronavigation. Pour pouvoir mieux identifier les racines sacrées et les nerfs splanchniques, ils vont utiliser du courant pour stimuler ces différents nerfs. Les patientes, dans la technique initiale, vont avoir la vessie remplie entre 150 et 200 ml, une sonde, un capteur de pression intravésicale et également un capteur de pression intrarectale. Si bien que lorsqu'ils vont stimuler les différents nerfs, le nerf S3, vous allez avoir un mouvement de flexion du gros doigt de pied, plus ou moins des petits doigts de pied. En S2, également une flexion plantaire avec une rotation externe de jambes. Lorsqu'ils vont stimuler les différents nerfs splanchniques, quand ça va être le nerf splanchnique rectal, vous allez avoir une contraction rectale objectivée sur le pelvis de la dame. Et quand vous allez stimuler les nerfs splanchniques vésicaux, vous pouvez avoir une augmentation de la pression vésicale par une contraction détrusorielle. Une autre technique pour permettre l'amélioration du repérage de ces différents nerfs, notamment les nerfs hypogastriques, sont l'utilisation du verre d'indocyanine. Dans cette vidéo-là réalisée sous robot, ils utilisent le verre et on voit très bien ce verre d'indocyanine qui va illuminer votre nerf hypogastrique inférieur et le plexus hypogastrique inférieur qui est situé à proximité de la lésion d'endométriose profonde. Donc ça peut être des petits trucs et astuces pour améliorer vos repérages nerveux. Alors qu'en est-il de l'évaluation de ces techniques? La même équipe de Ceccaroni, après avoir décrit la méthode, ont évalué une cohorte de patientes, 65 patientes qui étaient un groupe contrôle versus 61 patientes qui étaient un groupe de préservation nerveuse. Quand on regarde les caractéristiques des patientes, les patientes qui avaient une préservation nerveuse étaient beaucoup plus graves d'un point de vue endométriosique, avec beaucoup plus de risques de lésions puisqu'elles avaient une atteinte paramétriale, plus d'atteinte digestive et d'atteinte vésicale. Le taux de complications était identique dans les deux groupes en complications immédiates.
En revanche, il rapporte à 3 mois un taux d'autosondage nettement supérieur en l'absence de préservation nerveuse de l'ordre de 15%, et dans le groupe avec préservation, un risque d'autosondage de 1,6%. Les patients ont été recontactés par questionnaire et évaluation de la dysfonction pelvienne, que ce soit sexuelle, digestif ou urinaire. Et selon les questionnaires, le remplissage aux questions, les patientes étaient considérées comme dénervées si elles avaient une multitude de dysfonctions pelviennes. Et vous voyez que dans le groupe en absence de préservation, on a 86% de dysfonction pelvienne contre 1,6% dans le groupe préservation nerveuse. Alors ces mêmes auteurs avaient préalablement décrit des résultats en termes de satisfaction avec les premières patientes qui avaient été incluses et retrouvé qu'en cas de préservation nerveuse, il y avait des patientes qui étaient d'autant plus satisfaites. En revanche, ils ne retrouvaient pas de différence significative sur les dyschésies ou les dyspareunies chez ces patientes en post-opératoire. Lorsque vous faites une résection colorectale, il faut réaliser effectivement une importante dissection, si bien qu'on se retrouve avec des taux de complications beaucoup plus élevés que ce qui est décrit par Renaud précédemment. Globalement, le risque de lésion du trouble du bas appareil urinaire de novo varie entre 1,4 et 29% dans la littérature, avec une persistance dans 4,6% des cas. Et dans cet essai randomisé qui visait initialement à comparer la célioscopie versus la chirurgie ouverte, ils ont eu 2 groupes avec et sans nerve sparing. En utilisant des questionnaires de symptômes qui étaient l'IPSS et le BFL-LUTS, ils s'aperçoivent qu'il y a moins d'altération de troubles de la vidange lorsque vous faites du nerve sparing que quand vous n'en faites pas. Et ils ont suivi ces patientes en incluant d'autant plus et en publiant un nouveau papier qui retrouve que la prévalence d'autosondage en post-op immédiat est de 22,6% en cas de préservation nerveuse versus 36% en l'absence de préservation nerveuse. Il y a toujours un taux important d'autosondage à 3 mois, 7,8% versus 12,5% dans cette équipe-là, qui est une équipe entraînée à la chirurgie d'endométriose. Une méta-analyse revue systématique est parue prenant en compte les études à la fois rétrospectives et prospectives s'intéressant à la préservation nerveuse chez les patients qui présentent de l'endométriose. Les conclusions de cette étude sont que le risque de rétention aiguë d'urine à la sortie d'hospitalisation n'est pas significativement différent entre préservation nerveuse versus absence de préservation. En revanche, il y a un risque plus important à 3 mois en l'absence de préservation nerveuse de rétention chronique d'urine. Lorsque vous faites de la chirurgie digestive, vous avez plusieurs techniques chirurgicales qui sont utilisées selon l'atteinte endométriosique. Parmi ces différentes techniques figure le shaving, qui est juste une résection superficielle de la lésion d'endométriose au niveau du tube digestif, versus une résection discoïde ou segmentaire qui nécessite une importante dissection. L'équipe de Thonon a fait une méta-analyse pour voir un peu les troubles de la vidange obstructive chez les patientes qui avaient une lésion colorectale avec une chirurgie, et ils ne retrouvent pas de différence significative lorsque vous comparez les chirurgies segmentaires, c'est-à-dire la résection discoïde et la résection segmentaire. Là, il n'y a pas de différence entre préservation ou pas de préservation en termes de pourcentage de troubles de la fonction urinaire, 12% versus 11%. En revanche, si vous faites une préservation nerveuse chez une patiente à qui vous allez faire un shaving, eh bien vous l'exposez à plus de difficultés urinaires que si vous ne faites pas de préservation. Parce que si vous ne faites pas de préservation, en fait, vous allez avoir une dissection qui va être beaucoup moins lourde et du coup, potentiellement, vous allez avoir beaucoup moins d'altération des fibres nerveuses. Dans les techniques qui sont décrites, on décrit le nerf hypogastrique, et effectivement, on va disséquer ce nerf hypogastrique, mais il y a une multitude de petits nerfs du coup, qui vont être lésés au cours de cette chirurgie. Et donc, potentiellement, il y a quand même un impact potentiellement négatif, ce ne sont que des suppositions, sur cette technique de nerve sparing dans certaines situations. Donc, est-ce que ces techniques de nerve sparing permettent une amélioration du devenir des patientes? On voit sur la méta-analyse qu'il y a une diminution du risque de rétention urinaire à 3 mois. Il semble améliorer la satisfaction globale des patientes en post-opératoire, mais cependant, on n'a pas d'essais randomisés qui nous permettent de répondre à la question. Et probablement qu'il faudrait des formations spécifiques avec des équipes entraînées pour améliorer la chirurgie de nerve sparing. Je vous remercie pour votre attention. Merci.
On va passer sur une présentation vidéo de Xavier Gamet sur comment évaluer les troubles urinaires en post-opératoire. Alors, nous savons à quel point les troubles urinaires sont fréquents. Alors, nous savons à quel point les troubles urinaires sont fréquents chez les patientes qui ont une endométriose pelvienne profonde et si elles peuvent y avoir des troubles en préopératoire qui sont évalués à ce moment-là, et Michel Cosson vous en a déjà parlé, eh bien, il faut également savoir qu'il peut y avoir également des troubles après l'intervention qui sont soit secondaires aux troubles déjà présents, soit secondaires à l'intervention. Donc à ce moment-là, on va parler de troubles de novo. Alors évidemment, ils sont liés à l'étendue de la maladie endométriosique, et plus elle va être étendue, et plus il y aura de lésions, en particulier au niveau de la cloison recto-vaginale ou au niveau des ligaments hétérosacrés, plus il y a un risque d'avoir des symptômes. Alors quels sont ces symptômes justement? C'est avant tout des symptômes des troubles de la phase de vidange vésicale. Vous voyez, là, avec des chiffres qui sont rapportés dans la littérature et qui vont de 0,9 à 29%. Et puis, ça peut aller jusqu'à la rétention complète d'urine de 0,8 à 30%. Les symptômes de la phase de remplissage, eux, sont extrêmement rares. Ils peuvent exister initialement dans les suites immédiates de l'intervention, en particulier du fait de l'inflammation au niveau du pelvis, donc immédiatement après l'intervention. Également, s'il y a une localisation vésicale qui a conduit à une exérèse partielle de la vessie, par exemple. Et à ce moment-là, effectivement, on peut avoir les troubles de la vidange, de la phase de remplissage, mais qui sont en fait des troubles qui vont rapidement disparaître dans le temps. Et on ne va pas les évoquer particulièrement aujourd'hui, puisque ce qui nous importe le plus, en réalité, ce sont les troubles qui vont persister après. Et donc, ce sont avant tout les troubles de la vidange vésicale. Alors, il faut savoir que ces troubles, ils peuvent être récupérés dans le temps, en particulier dans les 3 à 6 premiers mois. Et bien sûr, le problème, ça peut récupérer également après, mais avec des taux de récupération qui sont beaucoup plus faibles. Et au bout d'1 an, il faut considérer que ces lésions sont globalement fixées avec des troubles de la vidange qui vont donc persister. Alors, pour pouvoir bien évaluer un patient en post-opératoire, il faut d'abord connaître la situation préopératoire, et donc notamment la localisation des lésions d'endométriose. Est-ce qu'il y a une infiltration de la vessie qui a nécessité, par exemple, comme je l'ai déjà dit, une résection partielle de la vessie? Est-ce qu'il y a une infiltration, une inflammation des plexus hypogastriques inférieurs, qui là, à ce moment-là, soit du fait de la chirurgie et qui va entraîner des lésions des plexus hypogastriques, soit tout simplement des lésions cicatricielles qui, dans un deuxième temps, peuvent entraîner des troubles de l'innervation vésicale. Alors, ces troubles vésico-sphinctériens, on l'a dit, sont fréquents également en préopératoire, de 5 à 52%, troubles de la vidange vésicale de 4 à 41%, et donc il faut savoir si la patiente avait des troubles avant l'intervention. Ça sera plus facile pour les rechercher après et voir s'ils ont persisté, ce qui est malheureusement souvent le cas, surtout s'il y a eu des lésions du plexus hypogastrique inférieur. L'autre élément à connaître chez une patiente qui vient nous voir pour éventuellement des troubles urinaires après une chirurgie d'endométriose, c'est de savoir la technique opératoire qui a été réalisée. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est capable de prévenir la survenue de certains troubles de la vidange vésicale avec des techniques chirurgicales plus adaptées, telles que la préservation nerveuse, le nerve sparing surgery, qui permet de diminuer le risque de rétention et passer de 15,4% à 1,6% donc en post-opératoire, soit voir une diminution des durées de nécessité de recours à l'autosondage, qui était en moyenne 121 jours pour les chirurgies qui ne respectaient pas l'innervation, versus 40 jours pour celles qui respectaient l'innervation. Également, la préservation rectale va avoir un impact sur le fonctionnement urinaire, avec une diminution des troubles urinaires qui était, en l'absence de préservation rectale, de 14,7% contre 0% en cas de préservation rectale. Donc on voit très clairement qu'il est aussi important de connaître l'intervention qui a été pratiquée. Et en tant qu'urologue, il faut savoir demander à la patiente de venir en consultation avec son compte-rendu opératoire, ce qui nous permettra de savoir exactement ce qui a été réalisé. Alors, justement, ces patientes qu'on va voir en post-opératoire, comment on va déterminer et retrouver ces troubles du bas appareil urinaire? Et il faut savoir faire un dépistage systématique. Toute patiente qui a une chirurgie d'endométriose profonde devra avoir un dépistage de ces troubles urinaires. Alors,
Les moyens aujourd'hui les plus utilisés, il y a évidemment le calendrier mictionnel qu'il faut savoir faire chez toute patiente qui a des troubles du bas appareil urinaire, mais également ça nous permet de dépister certaines anomalies, la fréquence des mictions, les volumes mictionnels. Et aujourd'hui, vous avez également des calendriers mictionnels informatiques, numériques, à partir d'applications, notamment l'application UroQuest qui a été développée par l'Institut français d'urologie et Pierre Fabre. Et donc, elle est tout à fait téléchargeable et on peut l'utiliser. Ça permet un meilleur remplissage, une meilleure qualité du calendrier mictionnel, une meilleure exhaustivité également de ce dernier. Et puis, surtout, aujourd'hui, il y a également des autoquestionnaires qui sont intégrés dans cette application. Autoquestionnaire sur le versant urinaire, on va le voir tout de suite après, mais également sur le versant sexuel avec une évaluation des troubles sexuels potentiels qui, on le sait, dans une chirurgie d'endométriose pelvienne profonde, peuvent survenir et apparaître chez ces patients. Alors, quels sont les autoquestionnaires que l'on peut utiliser? Clairement, celui qui est le plus adapté, c'est l'Urinary Symptom Profile, qui a pour avantage d'évaluer les différents domaines des troubles du bas appareil urinaire, à savoir l'incontinence urinaire à l'effort, l'hyperactivité vésicale et surtout la dysurie, puisque c'est ça qui va nous intéresser le plus dans le domaine de ces patientes opérées d'endométriose profonde, puisque c'est ce qu'on va rechercher. Et l'avantage de ce questionnaire, c'est que ça nous permet de mettre en évidence cette symptomatologie qui n'est pas toujours rapportées par les patientes. Alors certes, celles qui sont en rétention complète, c'est facile de faire le diagnostic. Pour celles qui ont une dysurie, qui vont mettre plus de temps pour uriner, eh bien, elles ne vont pas forcément le rapporter, puisque le ressenti, le vécu de ce type de dysfonctionnement n'est pas le même d'une patiente à l'autre. Il est très variable. Et puis, si la patiente avait auparavant une hyperactivité vésicale, parce qu'elle avait par exemple une localisation de l'endométriose, soit vésicale, soit à proximité de la vessie, qui faisait qu'elle avait une hyperactivité vésicale. Le fait de ne plus avoir l'hyperactivité vésicale, mais une dysurie en post-opératoire, peut être vécu en fait pour une amélioration de la symptomatologie, alors que ce n'est pas le cas et qu'elle va avoir des troubles de la vidange et qu'on va pouvoir à ce moment-là dépister grâce à l'auto-questionnaire. Bien entendu, il y a également l'examen clinique. Clairement, chez une femme qui va décrire une dysurie ou chez qui on va avoir une dysurie sur l'auto-questionnaire, eh bien, il faudra savoir faire un examen neuropérinéal pour rechercher les troubles de la sensibilité, mais également de la motricité au niveau périnéal, avec notamment donc, la contraction du sphincter anal, reflet de l'innervation au niveau de S2, la sensibilité au niveau périnéal, donc S2, S3, S4, les réflexes du scone S2, S3, notamment le réflexe clitorido-anal qui va nous permettre de mieux appréhender la boucle réflexe à ce niveau-là, et puis également le tonus anal, qui est intéressant, voire également on peut faire un testing des releveurs au niveau intravaginal, et on verra à ce moment-là s'il y a persistance du contrôle, et également savoir quel est le tonus. Donc là, c'est intéressant, puisque un des mécanismes, ce n'est pas dire le principal mécanisme des troubles urinaires chez la patiente qui a eu une chirurgie d'endométriose profonde est l'atteinte neurologique, avec une dénervation en fait, de l'appareil vésico-sphinctérien. Eh bien, par l'examen clinique, on peut effectivement avoir des éléments qui vont nous orienter vers ces éléments de dénervation. Alors, quels sont les examens paracliniques qu'on va pouvoir réaliser? L'examen de référence, de toute façon, pour faire le diagnostic de la dysurie est la débimétrie. Et il faut absolument, en tout cas au moindre doute, et presque systématiquement, chez une femme qui a une chirurgie d'endométriose profonde, elle doit avoir dans les suites une débimétrie. D'ailleurs, je pense qu'elle devrait systématiquement avoir une débimétrie avant l'intervention pour savoir également exactement quel est son statut et son mode de vidange vésicale. Et ça nous permettra de savoir si effectivement il y a des risques également que ça persiste en post-opératoire. Alors, si on a une courbe dysurie, comme on peut l'avoir à la droite de l'écran, eh bien, à ce moment-là, il va falloir aller plus loin pour essayer de comprendre quel en est le mécanisme. Bien entendu, associé à la débimétrie, on doit systématiquement réaliser une mesure du résidu post-mictionnel qui doit être pratiquée par échographie, soit un bladder scan, soit un échographe standard, pour donc déterminer si la vidange est complète ou pas. Mais même si elle peut être tout à fait complète, mais malgré une dysurie importante, et même si elle est complète, il faudra quand même aller plus loin dans l'évaluation pour déterminer comment vide la patiente sa vessie, et notamment si elle urine par poussée abdominale ou si elle a une miction normale avec une contractilité vésicale qui est conservée. Alors justement, l'examen qui nous permet de faire ça, c'est évidemment le bilan urodynamique.
qu'on connaît tous, et surtout, il faut insister sur l'importance de la phase mictionnelle ou de l'étude pression-débit, puisque remplir uniquement la vessie ne nous apportera pas les informations concernant le mode de vidange, et on ne pourra pas déterminer s'il y a un trouble de la vidange ou pas. Ça, c'est le premier élément. Et non, le deuxième élément, c'est qu'on ne pourra pas déterminer le mécanisme de trouble de la vidange. Alors, on voit très bien sur le bilan aérodynamique, et notamment la cystoménométrie, avec une phase mictionnelle, qu'on peut voir à la droite de l'écran, qu'on a une femme ici qui urine exclusivement par poussée abdominale, et on n'a absolument pas de contraction vésicale. Donc on voit qu'on a une hypocontractilité vésicale par dénervation vésicale. Alors, quels sont les dysfonctionnements les plus fréquemment retrouvés chez les patientes qui ont eu une chirurgie d'endométriose profonde, qui vont avoir des troubles urinaires, notamment de dysurie? Eh bien, on a une vessie hypocontractile, comme on l'a vu tout à l'heure, mais également, on peut avoir une vessie hyposensible. Et le tableau, j'allais dire, le plus commun, c'est d'avoir une vessie hyposensible, normocompliante, hypocontractile, avec une capacité cystométrique maximale qui est souvent augmentée, et c'est le mode, enfin le dysfonctionnement le plus fréquent au niveau vésical. Est-ce qu'il y a d'autres examens complémentaires à réaliser? Éventuellement, on peut faire une électromyographie. Ce n'est pas l'examen qui doit être systématique, mais il permet, par l'étude des latences des nerfs sacrés, de savoir s'il y a eu une atteinte de l'innervation pelvienne. Ça également, on peut le compléter par une étude des potentiels évoqués somesthésiques, savoir si effectivement la voie ascendante fonctionne dans sa globalité ou non. Est-ce que ça a un intérêt pronostic sur la récupération? C'est incertain, les études ne sont pas toutes, on va toutes dans le même sens, il n'est pas du tout sûr que c'est l'intérêt. D'autres vont dire qu'il peut y avoir des signes de réinnervation qui pourraient indiquer que les patientes pourraient retrouver un mode mictionnel normal. Donc ça, ce n'est pas encore très clair. Le problème de cet examen, c'est sa tolérance, et puis c'est surtout son accessibilité, puisqu'il n'est pas réalisé partout. Mais je pense qu'il peut avoir un intérêt, surtout si cliniquement on n'est pas certain d'une latéralité de l'atteinte. Et par exemple, pour proposer un traitement derrière chez une patiente qui est dysurique, et notamment si on envisage par exemple une neuromodulation sacrée, eh bien c'est intéressant de savoir s'il y a une atteinte plutôt unilatérale ou bilatérale. Si elle est bilatérale, ça va être difficile de proposer ce traitement, même si on peut toujours le tenter. À l'inverse, si elle est unilatérale, on saura qu'il faudra les stimuler du côté le moins malade pour essayer de retrouver une contractilité vésicale normale. Donc ça peut avoir éventuellement un intérêt, mais ce n'est certainement pas un examen à réaliser de manière systématique. Il faut savoir aussi répéter les évaluations, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il pourrait y avoir une récupération possible dans les 3 à 6 mois, et donc c'est pas parce qu'une patiente qu'on va voir à 3 mois va faire les examens, notamment la débimétrie, le bilan aérodynamique, on voit une vessie hypocontractile, c'est pas parce qu'à 3 ou à 5 mois elle est dans ces situations-là qu'à terme les situations vont rester de la même manière. Donc c'est important de répéter les évaluations, probablement à 6 mois et à 1 an, on a vu qu'il y avait une récupération possible dans les 3 à 6 mois, donc s'il y a une récupération à ce moment-là, c'est bien de l'avoir à 6 mois pour libérer la patiente et lui dire c'est bon, tout va bien, vous pouvez arrêter l'autosondage, les choses évoluent dans le bon sens, ou à 1 an. Au-delà d'1 an, ça va être difficile d'imaginer qu'il y ait une évolution, une récupération potentielle. En tout cas, la chance d'avoir une récupération est très très limitée, ce qui fait que c'est probablement peu intéressant de répéter les examens, en tout cas en systématique, au-delà d'1 an. Alors, quels examens il faudra réaliser à ce moment-là? Clairement, une débimétrie, une mesure de post-mictionnelle, ça c'est une évidence. Est-ce qu'il faut réaliser également systématiquement un bilan aérodynamique? C'est moins certain. Je pense que si on a la sensation que la patiente reprend des mictions spontanées avec une amélioration de la débimétrie, ça vaut le coup de faire un bilan aérodynamique pour s'assurer d'une reprise de la contractilité et qu'en fait ce n'est pas purement artefactuel ou biaisé du fait d'une patiente qui aura appris à mieux pousser et qui videra mieux sa vessie comme ça. Donc c'est important dans ces cas-là de confirmer la bonne évolution par le bilan aérodynamique. Faire un bilan aérodynamique systématique chez une femme qui garde une dysurie avec une débimétrie qui est comparable à celle qui a été réalisée initialement, je ne pense pas que ce soit nécessaire à ce moment-là de refaire le bilan aérodynamique. Alors, en conclusion par rapport à tout ça, à tout ce que je viens de vous dire, eh bien, l'évaluation post-opératoire, elle doit être systématique, au moins par des auto-questionnaires, plus ou moins un calendrier mictionnel, et il est important de les rechercher systématiquement en cas de chirurgie d'endométriose pelvienne profonde, et j'insiste sur le terme d'endométriose pelvienne profonde, bien entendu, ce n'est pas nécessaire dans tous les cas de chirurgie d'endométriose. On peut se baser sur des questionnaires, j'ai déjà dit, c'est seulement un outil très très utile, et l'USP
probablement l'outil à privilégier. Et puis, débimétrie et mesure du résidu post-mictionnel doit être systématique, aussi bien avant l'intervention qu'après l'intervention. Et puis, il faut savoir répéter l'évaluation et donc suivre ces patientes, puisqu'on sait qu'il y a une récupération possible, 3 à 6 mois le plus souvent, peut-être un peu plus, récupération également possible jusqu'à 1 an. Au-delà, c'est difficile. Et même si elles n'ont pas récupéré, il faudra continuer les suivre par rapport à l'évolution et également à l'autosondage, voire aux autres traitements qui seront proposés dans un deuxième temps. Voilà, eh bien, je vous remercie de votre attention. Merci, à bientôt. Merci beaucoup Camille. On va demander à Amélie de venir nous parler de la neuromodulation sacrée et de la dysurie post-opératoire. Donc moi je vais vous parler de la neuromodulation sacrée et de son efficacité chez les patientes qui ont bénéficié de chirurgie d'endométriose pelvienne avec une dysurie. Tout d'abord un petit rappel qui a déjà été expliqué, mais donc chez les patientes qui ont une endométriose pelvienne profonde, il y a des trous vésico-sphinctériens qui sont déjà préexistants en préopératoire. Il y a un taux de trous vésico-sphinctériens entre 5 et 52%, avec des troubles de la vidange entre 4 et 41%, donc ça c'est en préopératoire. En post-opératoire, notamment chez les patientes qui ont eu des résections colorectales ou des chirurgies au niveau des ligaments utérosacrés, un taux de troubles de la vidange vésicale entre 0,9% et 29%, et de rétention complète d'urine entre 0,8 et 30%. Comme le disait Xavier Gamet, il y a une récupération qui est possible entre 3 et 6 mois, allant jusqu'à 1 an. Il est important de chercher, chez les patientes qui ont été opérées d'endométriose pelvienne profonde, les troubles de la vidange vésicale. Ce qu'il faut chercher lors de la consultation, c'est notamment déjà à l'interrogatoire. Rechercher si les patientes font des efforts de poussée pendant la miction, s'il y a une sensation de mauvaise vidange vésicale, s'il y a une miction hachée. On peut lui demander aussi de faire un calendrier mictionnel avec des questionnaires, dont le questionnaire USP, et si besoin, un bilan urodynamique pour rechercher une hypocontractilité vésicale et une hyposensibilité. Donc il faut savoir que le traitement de référence des troubles de la vidange post-chirurgie d'endométriose, et enfin en tout cas le traitement de référence des troubles de la vidange vésicale, c'est l'autosondage, mais la neuromodulation sacrée, elle a aussi son intérêt avec une AMM, elle peut donc être utilisée. La question était de savoir est-ce qu'elle pouvait être utilisée chez les patientes atteintes d'endométriose. Donc tout d'abord, une petite réexplication sur la neuromodulation sacrée. Elle peut être utilisée chez les troubles de la vidange vésicale qui sont non obstructifs. C'est pris en charge à 100%. C'est une électrode qui est, alors j'essaie de vous la montrer, donc elle est là, qui est mise au contact de la racine nerveuse S3. Donc elle peut être utilisée chez les patientes avec la trouble de la vidange, c'est ce qui nous intéresse ici, mais elle peut aussi être utilisée chez les patients avec une hyperactivité vésicale. Les contre-indications, c'est la grossesse, ou si la patiente après a un désir de grossesse, il faudra qu'elle l'arrête pendant sa grossesse, ou des anomalies anatomiques, notamment au niveau sacré. Donc la neuromodulation sacrée, c'est donc une chirurgie qui est mini-invasive, avec une prise en charge qui est réalisée au bloc opératoire, avec une électrode qui est implantée au niveau de la racine nerveuse S3. Pardon. La patiente est donc installée au bloc opératoire en décubitus ventral. C'est mis sous scopie, donc ici vous pouvez avoir une petite scopie avec l'électrode qui est mise en place. Et on stimule aussi la racine nerveuse S3, et on doit retrouver un soufflet périnéal avec une flexion de l'hallux. Il faut savoir que cette thérapeutie, elle est mise en 2 temps. Il y a une phase test, donc l'électrode définitive est mise en place, qui est reliée en fait à un dispositif ici externe. La patiente, elle le porte pendant 2 à 3 semaines. Et s'il y a une amélioration, le dispositif externe est remplacé par une pile qui est mise juste au-dessus de la fesse. Il existe 2 types de piles, notamment là, une nouvelle pile qui est sortie en 2020, qui est rechargeable. Donc ça, c'est la première qui est rechargeable. Donc la patiente, elle la recharge toutes les 1 à 2 semaines, mais qui doit quand même être changée tous les 15 ans. Et ici, une pile qui est non rechargeable. Il faut savoir aussi que ces dispositifs, ils sont IRM compatibles. Donc ça, c'est intéressant pour les patientes qui ont l'endométriose. Avant 2020, ce n'était pas IRM compatible, corps entier. Pour ce qui s'agit de la neuromodulation sacrée, pour la prise en charge des patientes présentant une dysurie post-chirurgie d'endométriose pelvienne profonde, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Il y a eu 2 études qui ont été réalisées avec une très faible cohorte de patientes. Donc, tout d'abord, la première étude, une étude qui a été réalisée en 2015. Donc, il y a eu 5 femmes qui ont été incluses, donc après chirurgie
d'endométriose pelvienne profonde. Donc il y a eu 2 femmes sur 5 qui ont une implantation. Parmi ces 2 femmes, il y a eu une femme qui a repris des mictions complètes, donc plus besoin de faire d'autosondage, et une des femmes qui a eu une diminution des autosondages, donc elle a réalisé plus que 2, combinées avec des mictions complètes, et le reste des femmes avec un échec sans reprise de miction spontanée. Ensuite, une deuxième étude a été réalisée en 2020, cette fois-ci avec un plus gros effectif, 13 femmes, donc après chirurgie d'endométriose. Donc là, il y a eu 9 femmes qui ont été implantées sur 13. Et là, quand on regarde un petit peu sur ces 9 femmes, il y a 2 femmes qui ont une amélioration de la vidange vésicale et 7 femmes qui ont une amélioration de la sensibilité vésicale. C'est-à-dire que là, elles ressentaient le remplissage de la vessie. Donc ces femmes-là ont été implantées et ont été considérées comme une réussite et 4 échecs. Ce que je voulais juste dire, c'est que du coup, pour la neuromodulation sacrée et dysurie post-opératoire de chirurgie d'endométriose, il n'y a pas du tout beaucoup d'articles ni de recherches qui ont été faites. En tout cas, les résultats ils sont plutôt encourageants. Ce qui est bien, c'est que c'est une chirurgie qui est mini-invasive. Ce qu'il faudra qu'on revoie sur les études qui pourraient être faites, c'est le critère d'efficacité, notamment d'implantation. Parce que là, on voit que dans les 2 études, les critères étaient un peu hétérogènes. Il y a des patientes sur un ressenti qui ont été implantés, donc considérés comme une efficacité, et d'autres non. Donc il y a une nécessité de faire de nouvelles études pour pouvoir valider l'efficacité de cette chirurgie. Voilà. On va peut-être inviter tous les orateurs à venir devant pour répondre aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Marianne. C'est-à-dire que dans l'endométriose, où il y a quand même des lésions qui peuvent être évolutives, récurrentes, est-ce qu'il y a un réel intérêt à poser un matériel implanté qui peut être une épine irritative, qui pourrait favoriser potentiellement des récurrences lésionnelles? Parce que quand on voit qu'il n'y a que 2 études, dont une en 2015, une 7 ans après, c'est que ça attire quand même pas grand monde. Bah, en fait, je pense que déjà avant, tout ce qui était neuromodulation sacrée, c'était pas IRM compatible, c'était pas réalisé. Après, je pense que l'intérêt après une chirurgie d'endométriose qui est complète, ça peut être un intérêt pour qu'elle reprenne des mictions et qu'elle n'ait pas besoin de s'auto-sonder, qui altère quand même pas mal la qualité de vie, qui est quand même assez contraignant. Et la pose de la neuromodulation sacrée, c'est quand même pas une chirurgie qui est très invasive. On fait une ponction au niveau du dos, il y a un petit dispositif qui est mis, donc normalement, ça fonctionne. Après, on ne sait pas sur l'efficacité au long cours non plus. Il n'y a pas vraiment eu d'études sur ça, quoi. Et justement, je me posais la question, Amélie, combien de temps après la chirurgie elles étaient implantées? 36 mois. En tout cas, dans la première étude, c'était 36 mois, ouais, en moyenne. D'accord, ok. Ouais, c'était assez tard, quoi. Merci pour vos présentations. J'avais une question pour Thibaut concernant la chirurgie de préservation nerveuse. On sait que l'endométriose peut avoir un tropisme pour les nerfs. Et des fois, la maladie prend les nerfs. Comment on peut proposer ce type de chirurgie dans ce contexte? Est-ce qu'éventuellement, il y aurait dans la littérature des types d'énergie qui seraient plus favorables à la chirurgie de préservation nerveuse? On parle du laser argon ou l'ultracision. Je ne sais pas si dans la littérature il y a quelque chose à ce sujet. Alors moi, je n'ai pas retrouvé d'éléments dans la littérature là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que de temps en temps, effectivement, il y a des atteintes des racines sacrées. Et en fait, c'est vrai que le bilan radiologique préopératoire est extrêmement important pour qu'on sache vers quoi s'orienter. Et probablement qu'il y aura des évolutions dans le temps avec le robot, avec l'IRM opératoire qu'on pourra avoir, on pourra voir où on est. Peut-être que ça nous aidera aussi dans la chirurgie. Pour ce qui est des énergies, j'en ai absolument aucune idée de savoir s'il faut mieux utiliser une bipolaire ciseau ou de l'ultracision ou autre chose. Moi, j'ai l'impression que dans l'endométriose, là, on parle effectivement, toutes les personnes qui sont là sont intéressées par la miction globalement. Et c'est vrai que quand on va dans le monde des gens qui font de l'endométriose, finalement, on s'aperçoit que ce qui les intéresse le plus, c'est probablement la douleur ou l'infertilité que les problèmes mictionnels. Et c'est probablement pour ça aussi que
Je ne sais pas si tu as retrouvé, Michel, des questionnaires spécifiques de symptômes, mais les questionnaires qui sont utilisés, c'est l'IPSS, le BFL-LUTS, qui n'ont rien à voir avec la chirurgie. Tout à l'heure, Xavier parlait de l'USP, qui pourrait être également une bonne idée, mais on n'a rien de terriblement spécifique pour l'endométriose. Et on voit bien que chacun a des spécialités, plutôt orientées urogynéco, plutôt orientées endométriose. Et en fait, quand on ne sait pas, on ne va pas rechercher forcément. Et probablement qu'il y a des équipes multidisciplinaires, en tous les cas des gens qui sont plus intéressés par l'une ou l'autre des thématiques, qui devraient se réunir pour améliorer la prise en charge de ces patientes. L'évaluation préopératoire, on n'en a pas parlé, mais peut-être qu'il y aurait un intérêt à faire des apprentissages d'autosondage au préalable. Quand on voit qu'on a une chirurgie colorectale avec des prévalences d'autosondage qui est de l'ordre de 13% en post-opératoire, ce n'est pas négligeable. Quand les choses sont préparées, peut-être que ça se passe mieux. Les urologues sont amenés à avoir des patientes qui pissent plus au bout de je ne sais pas combien de temps, mais en fait, quand on les voit en post-op, elles nous disent oui, ça va la miction, mais en fait, on leur demande juste si elles pissent, mais on leur demande pas comment elles pissent. Est-ce qu'elles s'appuient sur le ventre? Et en fait, la plupart, quand on leur demande pas, elles n'ont pas de problème. C'est vrai que je crois que ce qui est paradoxal, c'est que ce n'est pas le motif principal de consultation ou de demande de prise en charge des patientes, qui avant tout douleur et infertilité, comme tu le rappelles, que c'est des femmes jeunes qui sont pressées par la question de la fertilité ou par l'intensité des douleurs d'autre part. Donc il y a toujours une semi-urgence, on le voit bien, après des délais assez longs de diagnostic un peu parfois difficiles, même si ça c'est en cours d'amélioration, je pense. Et on se retrouve avec des symptomatologies qui sont complètement secondaires en préopératoire et qui peuvent devenir, par contre, très prédominantes ou du moins pourrir la vie des patientes en post-opératoire. Celles qui sont avec des autosondages à 25 ans, c'est vrai que c'est quand même lourd pour ces patientes. Alors qu'on a l'impression en fait, qu'il y a une partie de ces patientes qui ont un peu des vessies neurologiques ou subneurologiques et qu'on a du mal à bien repérer, quoi. Je suis d'accord avec toi, mais c'est déjà des diagnostics tardifs, donc on finit un peu par négliger sans doute cette partie-là, cette composante-là de l'évaluation des patientes jusqu'à présent, mais c'est sans doute quelque chose qui va s'améliorer parce qu'on voit bien qu'on s'intéresse de plus en plus à ces éléments-là, la preuve, cette session. Je voulais juste faire un petit complément, Amélie. Quand tu as regardé sur la neuromodulation sacrée, est-ce que tu avais trouvé des éléments sur le TENS? Parce que bon, on utilise de plus en plus le TENS. Et moi, j'avais une notion, et je crois qu'on en a parlé avec Grégoire, qui avait eu quelques études sur le TENS dans les rétentions urinaires post-endométriosiques. Et je trouve qu'en fait, alors il n'y a pas encore grand-chose qui est dans la littérature, mais tu te dis qu'entre l'utilisation d'un TENS versus une implantation d'une électrode sacrée, c'est quand même pas... Je sais qu'il y a des études, ouais, mais je ne les ai pas bien regardées. Mais nous, en tout cas, on propose le TENS chez les patientes avec des troubles de la vidange. Voilà. Parce qu'en fait, il y a l'indication. Ouais. Voilà, on l'utilise en théorie sur le côté plutôt fuite urinaire et urgenturie. En fait, voilà, il y a eu quelques études qui ont montré que ça avait un intérêt sur les WC rétentionnistes. Donc, si, nous, on l'utilise aussi. Ça n'a pas été mentionné là, mais je pense que c'est peut-être bon de le dire. Comment? Ça n'a pas été parlé dans les différents... Non, puis moi, je n'ai pas parlé du TENS, vu que c'était axé... si, nous, on le propose aussi. Mais je n'ai pas bien regardé les études sur le TENS sur le TENS, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'études spécifiques sur le TENS et l'endométriose et la dysurie. Et globalement, sur les études, si on regarde plus loin, sur le TENS, enfin la neurostime périphérique, dans la dysurie en dehors de l'endométriose, les données sur la dysurie sont quand même pas top. Autant sur le syndrome clinique d'hyperactivité vésicale, on a des bonnes données. Sur la dysurie, on n'en a pas. Marianne, on est d'accord. Sur des critères secondaires dans les études. Après, il y a aussi probablement un plan non exploré. Quand tu parlais des symptômes urinaires, il y a toute l'hypersensibilisation de la douleur qui peut provoquer aussi beaucoup de symptômes urinaires. Et ça ne ressort pas du tout dans la littérature. Et peut-être qu'il y a un travail justement à faire sur mieux identifier les troubles urinaires associés à la maladie et ceux qui découlent de l'épine irritative. D'ailleurs, dans la dysurie, c'est une des épines irritatives qui peut être majeure, parce que le premier diagnostic en dehors du neurologique de la dysynergie fonctionnelle, c'est la douleur. Donc, et là, le TENS peut avoir un effet très indirect, déjà par son action antalgique en fait. Michel ? Oui, je veux juste dire que pour l'information des patientes, il faut la grader en fonction de la clinique. C'est-à-dire si la lésion est unilatérale, le risque qu'on ait des troubles post-opératoires est très faible.
Si on a un rectum bas, on a un risque d'avoir des troubles. Si c'est un rectum haut ou un sigmoïde, on n'a pas de trouble. Donc je crois qu'il faut moduler en fonction de l'anatomie de la lésion. Et il ne faut pas affoler tout le monde, sinon c'est embêtant. Excusez-moi, j'ai un peu perdu ma voix. Il n'y a plus de questions. Bon, on va clore la session. Merci à tous les orateurs et à tous les participants.